Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'Institut de l'engagement, ses missions, ses engagements, avec un coup de boost pour les jeunes talents dans la difficulté. On en parlera avec Quentin Jagorel, directeur général de l'Institut de l'engagement. Il est notre invité. Smart Philo, la fatigue. En allant un peu plus loin, la flemme, étude de l'étude de la Fondation Jean Jaurès, Pierre Delbé reviendra sur ce concept de flemme. Bah oui, parfois, on est un peu flemmard. Le cercle RH et un grand entretien avec Romain Thévenon, DRH de l'URSSAF. Oui, l'URSSAF, ça fait peur quand on parle aux artisans de l'URSSAF. On reviendra évidemment sur les missions de l'URSSAF qui se sont élargies et puis sur la mission réelle d'un DRH au sein de l'URSSAF. Et puis fenêtre sur l'emploi, gérer la double carrière des couples expatriés. Parfois, le mari part et puis la femme évidemment suit. Quid de sa situation? On fera le point avec Armelle Perben, fondatrice d'Absolutely French. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des jeunes, de leur situation parfois un peu complexe et puis de leur envie finalement de réussir leur vie comme tout à chacun. Et on en parle avec Quentin Jagorel. Bonjour Quentin. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de l'Institut de l'engagement. On va parler de ces jeunes, des missions, des actions concrètes que vous menez à leur côté. D'abord quelques mots, c'est intéressant quand même de mettre un petit coup de projecteur sur l'Institut de l'engagement, créé en 2012. Oui, tout à fait. Alors c'est amusant, je viens de découvrir que votre pastille Smart Philo était sur la flemme. Et en fait, l'engagement, c'est un petit peu l'inverse de la flemme, l'inverse de la paresse. C'est vrai. Et c'est ce qu'on essaye de valoriser, nous, à l'Institut. L'Institut a été fondé par Martin Hirsch en 2012, dans la foulée de la création du service civique. Et Martin Hirsch est toujours président de l'association. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on repère des jeunes engagés, soit dans le cadre d'un service civique en tant que volontaire en service civique, soit dans le cadre d'un volontariat international, soit dans le cadre d'une mission de bénévolat. Et on leur offre des perspectives, on les accompagne pour que leur potentiel révélé dans le cadre de la mission d'engagement, quelle que soit sa forme, soit transformé en opportunité professionnelle ou de formation. Donc on comprend bien, parce que c'est parfois un peu un maquis, d'ailleurs on parlera du SNU, mais il y a le service civique, on ne sait pas trop à quel âge on y accède. Vous dites la première étape, c'est ça peut être le service civique, puis le deuxième niveau de l'engagement, c'est vous qui prenez le relais, c'est bien cela? C'est ça. Nous ne sommes pas une administration, nous sommes une association et on propose une solution aval à des jeunes qui se sont engagés. Chaque année, on repère 700 jeunes que l'on nomme les lauréats. On les sélectionne sur leur motivation, la qualité de leur engagement, leur potentiel. Leur projet aussi, peut-être. Et leur projet, bien sûr. On regarde aussi si l'Institut peut les aider, s'ils ont besoin de nous. Et après, on les accompagne. Alors ça, c'est formidable parce que vous avez finalement une boîte à outils, une palette d'outils que vous ouvrez lorsque ce jeune a été, j'allais dire, sélectionné, en tout cas détecté. C'est quoi la boîte à outils? Qu'est-ce qu'il y a comme outil dans votre boîte à outils? Alors, plein de choses. De l'accompagnement individuel avec des chargés d'accompagnement qui sont salariés de l'Institut. J'ai 30 salariés à l'Institut de l'engagement et qui sont des professionnels de l'accompagnement des jeunes. Donc, soit si le jeune a un projet de formation, le chargé d'accompagnement va l'accompagner, va le conseiller dans son orientation académique. Si le jeune a un projet de création d'activité, le chargé d'accompagnement va l'accompagner dans son projet. Si le jeune a un projet d'insertion pro, le chargé d'accompagnement va l'accompagner dans une recherche d'emploi. Vous avez quelques chiffres, j'imagine, Quentin, c'est quoi? C'est des jeunes qui viennent de zones rurales, de zones urbaines, de sites prioritaires. C'est quoi la population que vous rencontrez? Alors ce qu'il faut dire, c'est que lorsque l'on repère nos jeunes, on ne suit aucun critère social, aucun critère géographique. On n'a pas d'approche catégorielle, on a vraiment une approche universaliste. On ne cible pas forcément, par exemple, les jeunes en situation de handicap ou les jeunes issus de quartiers priorité de la ville. Ouvert à tous. Et de brasser. L'idée est de créer des promos et de mixer les jeunesses françaises engagées. Il y a des promos chaque année, en fait. Voilà, 700 jeunes qu'on réunit en promo dans le cadre des universités de l'engagement, qui sont des grands événements 2 fois par an, dans lesquels on les réunit. Alors, en revanche, il n'y a pas de sélection sociale. Je savais que vous allez me reprendre. Mais, malgré tout, on constate que plus de 50% de nos lauréats
répondent aux critères, vous savez, Crous, les critères de bourse, échelon 5, 6, 7, donc ce sont des gens en grande difficulté sociale. Donc c'est pas un critère de sélection, mais il se trouve que dans nos promos, beaucoup de jeunes sont issus de milieux défavorisés. Avant de parler du SNU, parce que je sais que ça vous tient très à cœur, on l'a évoqué dans le cercle RH la semaine dernière, le président Macron souhaite accélérer, vraiment sanctuariser ce service national universel. Concrètement, avec le tableau de bord et le recul que vous avez depuis 2012, qu'est-ce qu'ils deviennent ces 700 jeunes en moyenne chaque année qui sortent de la promo ? Alors, je dois dire que nos chiffres sont assez flatteurs. Parmi les jeunes qui ont un projet de formation, plus de 90% d'entre eux, de nos lauréats, valident leur année de diplôme, valident leur année d'études après un an d'accompagnement par l'Institut. Je rappelle que c'est peut-être la chose la plus forte de l'Institut. On a 150 partenariats avec des écoles d'enseignement supérieur qui nous permettent de placer, si j'ose dire, nos jeunes dans ces écoles via des passerelles négociées. Un petit mot quand même, comme ça, France Travail qui est en train de coordonner tous les acteurs du travail, de Pôle emploi aux missions locales à l'APEC. Est-ce que vous êtes dans le dispositif ? Parce que ce que vous faites là, c'est exactement la philosophie que porte Thibaut Guilluy. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas encore dans le dispositif, mais ça nous intéresse beaucoup. Nous, on a comme ambition de se brancher sur les politiques publiques. Ah oui. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et vous parliez du SNU, même chose. On participe au débat et on est très intéressé par ces discussions. Et simplement pour terminer, pour que les gens comprennent bien la force de notre modèle, donc je disais qu'on a 150 partenariats avec des écoles d'enseignement supérieur. Un exemple, Sciences Po Paris, par exemple. Chaque année, grâce au partenariat qu'on a avec Sciences Po Paris, 11 lauréats, 11, 12, 13, ça dépend des années, intègrent Sciences Po Paris en master. Et notre processus de sélection, de repérage de talents, vaut admissibilité à Sciences Po Paris. Même chose à HEC, dans plein de business schools. C'est le certificat, l'Institut de l'engagement a dit. Et donc, ça permet d'accéder, grâce à ces passerelles qui permettent à des jeunes de quartiers ou de milieux défavorisés d'accéder à Sciences Po. Le SNU, le président Macron veut le sanctuariser avec... Alors, c'est un peu compliqué parce que ça grince déjà, 12 jours, je crois, hors du temps scolaire ou sur le temps scolaire. Comment ça marche ? Est-ce que vous dites, nous, on y croit à ce service national universel ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle mouture du service national universel, c'est 3 phases. La première, le fameux séjour de 12 jours, 15 jours, on ne sait pas encore, qui ressemble un petit peu à une sorte de camp scout, service militaire. Dans un établissement scolaire, si j'ai bien compris. Voilà. Potentiellement. Mais le SNU, c'est pas que ça. Ça, c'est les 12-15 jours. Et après, il y aurait 2 autres phases, a priori. Une phase de mission d'intérêt général pour les jeunes, avec 84 heures de mission d'intérêt général au choix. Et une 3e phase avec une mission de bénévolat ou un service civique. Donc là, on reboucle avec... C'est là où vous rentrez dans la boucle. Donc nous, en tout cas, on sait faire. On sait accompagner des jeunes, on sait réunir des jeunes en promo, on sait monter des événements. Et donc, dans la montée en charge du SNU, ce qui est sûr, c'est que l'expertise depuis 10 ans de l'Institut de l'engagement pourra être utile. Donc, vous nous dites sur ce plateau que vous êtes bras grands ouverts pour accueillir dans cette 3e phase, ce 3e chapitre du SNU, les jeunes qui pourraient être pris en charge par vos équipes. On est bien d'accord ? Alors, on ne pourra pas prendre en charge toute une génération. Oui, parce que 700 par an comparé au potentiel. Nous, on est vraiment sur de la niche comparé à toute une génération. Mais en tout cas, l'idée est que notre expertise peut servir à l'élaboration de cette politique publique, ça c'est sûr. Un petit mot quand même sur vos partenaires, parce qu'on voit que ces 700 jeunes, des lauréats qui pour certains vont aller à Sciences Po et vont réussir leur vie, mais vous les accompagnez plus de 2000 jeunes grâce à des partenaires. Ça c'est important de leur faire un clin d'œil quand même. Oui, tout à fait. Alors, les jeunes qu'on accompagne, c'est à la fois le programme lauréat dont on a parlé, mais c'est aussi le programme mentorat, dans le cadre de l'appel à projet Un jeune, un mentor du gouvernement. L'Institut permet à plus de 1000 jeunes par an d'être accompagnés par un mentor, donc c'est une sorte d'accompagnement complémentaire. Et bénévole. Et bénévole. Alors, si vous regardez cette émission et que vous voulez mentorer un jeune, vous pouvez aller sur notre site engagement.fr et vous verrez que nous, on peut vous matcher avec un jeune. Il faut mettre des critères qui correspondent à la fois au niveau de la personne qui va mentorer et les besoins du jeune. Il faut que ça se rencontre. Ça mentore beaucoup, là, ça fonctionne, parce que j'ai l'impression que ça se développe beaucoup, le mentorat. C'est énorme. Il y a plein d'associations qui sont sur le projet, sur le programme mentorat. Ce soir, d'ailleurs, il y a le lancement du collectif mentorat et de la contractualisation, donc de la pérennisation de ce programme mentorat pour les prochaines années avec la secrétaire d'État Sarah El Haïry. Nous, on est très contents puisqu'on a un conventionnement avec l'État pour continuer ce programme pendant 3 ans.
Merci Quentin Jagorel d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Allez sur le site l'Institut de l'engagement. Vous y trouverez peut-être l'outil qui correspond à vos besoins, jeunes ou parents d'ailleurs. Merci d'être venu, directeur général de l'Institut de l'engagement. Tout de suite, on parle de la flemme, bah oui, qui est l'inverse de l'engagement. On a commencé l'échange comme cela. La flemme, c'est une étude de la Fondation Jean Jaurès. Il y a eu beaucoup de presse sur ce sujet. On est un peu flemmard. Pourquoi? On en parle tout de suite dans Smart Philo. Smart Philo, avec un mot qu'on utilise tous, j'ai la flemme. Alors, j'ai la flemme. Combien de fois on l'a entendu au bureau, chez soi, à la maison, et parfois on s'adresse à soi-même. J'ai la flemme. Et on en parle avec Pierre Delbé, docteur en philosophie, directeur d'IFAE. Bonne année, Pierre. Ravi de vous retrouver. Merci, vous aussi, bonne année. Beaucoup de philo, beaucoup d'intelligence. Ou ça, je sais pas, j'espère. J'espère, je vous le souhaite. Revenons à cette flemme, parce que tout ça est parti. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, ça a été relayé pendant les fêtes de Noël. Tout ça est parti d'une étude, en revenant sur les faits, de la Fondation Jean Jaurès. Absolument. Racontez-nous. Eh bien, la Fondation Jean Jaurès pointe effectivement qu'il y a un changement, manifestement, une espèce de flemme qui s'empare de nos citoyens aujourd'hui, et qu'il y a un tiers des Français qui se sentent démotivés, dont 40% de jeunes. Il y a 40% de jeunes. 40% de jeunes. C'est pas là, on est le plus démotivés. C'est quand même un énorme chiffre, n'est-ce pas? Les gens ne veulent plus sortir, 45% avouent, n'est-ce pas, avouent qu'ils ne veulent pas sortir de chez eux, y compris pour aller au cinéma. Vous voyez, c'est une espèce de flemme qui s'empare. Voilà, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de... Voilà. C'est assez aussi... Ouais, c'est angoissant parce que c'est au-delà de la flemme, il y a une forme d'esprit un peu dépressif là. Absolument. On est d'accord. C'est très juste. Concrètement, Pierre, allez-y, je vous ai coupé la parole. Non, mais je crois qu'effectivement, il y a d'autres chiffres qui sont donnés par vraiment, il faut aller jeter un coup d'œil sur ces chiffres qui sont intéressants, notamment quand on fait la comparaison entre 1990 et aujourd'hui. On pose la question, en 1990, c'est quoi le travail ou le loisir? Est-ce que c'est important? Lequel est le plus important pour vous? 60% disent le travail, 40% disent... Vous voyez, en deuxième, le loisir. Aujourd'hui, on pose la même question. 40% disent c'est le travail qui est le plus important. D'accord. Non, pardon, pas le travail. Non. Le loisir. Qui disent que c'est le loisir le plus important et 20% seulement le travail. Voilà. Effrayant. En d'autres termes, si vous voulez, vous avez un recul, et qui n'est pas simplement un recul, comment dirais-je, dans le comportement, mais aussi dans les valeurs, dans la façon d'aborder le travail et la vie de tous les jours. Et ce que représente le travail dans notre psyché. Oui. C'est incroyable. Quand même, une petite définition, parce que c'est pour ça que je revenais sur le mot dépression. Les chiffres, effectivement, de la Fondation Jean Jaurès, très commentés, la démotivation des jeunes et des moins jeunes, l'envie de ne pas sortir. C'est quoi la flemme? Quelle définition? Ou la fatigue? Oui. Parce qu'on ne sait pas trop, c'est médical, non, la fatigue. C'est vrai que la flemme a un petit côté moral. Un petit peu, moral, péjoratif, voilà, quoi. Exactement. Je dis que c'est une détérioration de l'énergie. Détérioration de l'énergie, la fatigue. En général, si vous voulez, on considère que cette détérioration, elle vient d'une activité intense. Je fais un footing, à la fin, je suis fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Et non, normalement, une fatigue, normalement, est comblée par un repos. Sauf que il peut y avoir des fatigues qui sont plus structurelles, plus profonde, n'est-ce pas? Et on plus psychique. Et plus psychique, notamment. Effectivement, vous avez parlé de la dépression, du burn-out, etc., etc. Ce sont des fatigues qui ne sont pas compensées par le repos, mais qui supposent un traitement, et un traitement long. Donc là, vous soulevez quoi, Pierre, quand vous nous dites ça? Vous nous dites on n'est pas dans la fatigue, je dirais, classique qui fait qu'on se régénère avec le sommeil. On est dans quelque chose qui nous abîme. C'est ce qui vient peut-être corroborer nos chiffres. Je préfère le loisir au travail. Enfin, est-ce qu'il y a un lien là de cause à effet? Mais écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je crois que c'est un problème qui est profond et qui n'est pas simplement actuel. C'est Ehrenberg qui a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». N'est-ce pas? C'est assez extraordinaire. Ça, c'est la liberté qu'on nous donne, vous le philosophe. Oui, exactement. On a trop de liberté. Exactement. Et puis c'est aussi, si vous voulez, une certaine vision de ce que c'est que l'individu. Vous savez, là je pense notamment à un texte de Alfred Fouillé à la fin du XIXe siècle qui dit qu'est-ce que c'est qu'être un individu? C'est être quelqu'un qui combat intensément pour être lui-même et notamment être lui-même contre les autres et qui veut vaincre. Vous comprenez que si jamais un individu c'est ça,
Et c'est d'abord ça. À ce moment-là, si vous voulez, on a une vision quelque part selon laquelle, pour être soi-même, si vous voulez, on n'est pas simplement une référence à un cadre qui existe. Pour exister aujourd'hui, on ne peut avoir recours qu'à soi-même. Et ça, si vous voulez, c'est épuisant. Donc il y a vraiment, me semble-t-il, si vous voulez, oui, quand ce n'est plus possible, parce que ça c'est la deuxième chose. Si vous voulez, oui, voilà. c'est le burn-out là. Oui, On lâche. Eh bien, en tout cas, il y a un retrait. Il y a au moins à minima, ouais, c'est ça. On se met en retrait. Exactement. Et on dit j'ai plus la force d'être moi-même, d'affronter finalement ces forces extérieures. Exactement. Vous savez, qu'est-ce que c'est que l'espérance, si je peux dire? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance. On a quoi? On a 2 heures, Pierre? Oui, on a 2 heures. Non, l'espérance, c'est tout simplement le fait qu'on peut anticiper un avenir qui soit souhaitable et possible. Oui, on est dans un monde dont le contexte fait que, eh bien, c'est compliqué, ça va être difficile. Donc en fait, il y a 2 éléments qui sont l'un très structurel, qui est finalement notre liberté, notre autonomie, qui nous use, qui nous abîme, sans parler des smartphones qui nous occupent du temps. Et puis il y a le contexte conjoncturel qui vient s'additionner. Absolument. Ce qui, ça obscurcit l'horizon, donc on se replie dans son appartement. Oui. Pour boucler notre début d'échange. Oui, parce que je crois, si vous voulez, qu'effectivement, on a de l'espoir et donc de l'énergie, et donc on ressent moins sa fatigue à partir du moment où on sent que ce qui est souhaitable est possible. Mais vous comprenez bien que lorsque l'on parle de la guerre, lorsque l'on parle du climat, lorsque l'on parle de l'écologie, lorsque l'on parle, etc., l'avenir est quand même plutôt plombé. Et donc, si vous voulez, on sent bien, si vous voulez, que ce n'est pas tout à fait possible, cette histoire. Et donc, le retrait est, me semble-t-il, un comportement assez compréhensible. Enfin, il n'y a pas d'excuse, mais en tout cas, il s'explique. Oui. Il s'explique et on peut le comprendre. Voilà. La question, et c'est peut-être la prochaine chronique quand vous viendrez, c'est qu'est-ce qu'on fait pour remettre tout le monde sur pied? Alors, moi, je reviens quand même un tout petit peu à l'entreprise, puisque quand même, c'est une réflexion sur l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Moi, je dis souvent, une entreprise, c'est un lieu où on fait de la valeur ajoutée rentable. Voilà, de la valeur ajoutée rentable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, dans un monde, dans une entreprise, on fait quelque chose qui est à la fois possible et qui répond à un besoin. Donc c'est un lieu du possible. Et je crois effectivement qu'il y a là, si vous voulez, on n'est pas dans les grands idéaux, n'est-ce pas? Mais on est aussi... Le combat du quotidien, quoi. Le combat du quotidien, et qui me permet de sentir, de comprendre, de réaliser vraiment que ce pourquoi je passe un certain temps dans la journée, eh bien c'est souhaitable et c'est possible. Et tant qu'à faire quelquefois, eh bien ça sert quelque chose qui est sociétalement respectable et grand. Voilà. Alors là, redonner un peu d'espoir et d'espérance aux gens, parce que il faut remettre en place, je crois, le fait que le possible et le souhaitable, eh bien oui, c'est important et que ce n'est pas vain. Beaucoup de pression donc sur les épaules des entreprises à qui vous donnez beaucoup de... Oui, non, mais d'un autre côté, il faut bien répondre à cette exigence, à cette injonction si difficile d'être soi-même. Merci Pierre. Pierre Delbé, directeur en philosophie. Je voudrais qu'on voit votre livre pour terminer notre émission sur Socrate. Aristote, je n'étais pas loin. Il se parlait. Aristote, 10 clés pour repenser le management, ce livre qu'on a présenté plusieurs fois sur ce plateau. Merci Pierre. On va essayer de continuer à égrener cette thématique-là qui me semble être centrale, celle que vous soulevez, qui est un vrai sujet de société de fond. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va recevoir le DRH de l'URSSAF. Oh, l'URSSAF. Quand on parle de l'URSSAF, c'est vrai que certains tremblent. On va revenir évidemment sur les missions de ce DRH et puis sur les missions de l'institution URSSAF, les cotisations sociales et un peu plus largement d'ailleurs les retraites. On fera le point avec lui sur ses engagements et ses missions. C'est juste après la pause. On accueille le DRH de l'URSSAF. Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec le DRH, le directeur des ressources humaines de l'URSSAF. On va revenir sur cette institution parce que tous ceux qui nous regardent ont entendu parler de l'URSSAF. Soit ils ont rencontré un agent qui est venu les contrôler, soit ils sont allés au guichet de l'URSSAF, soit ils ont téléphoné, soit ils ont reçu des documents de l'URSSAF. Et derrière, il y a 16 000 collaborateurs. J'accueille Romain Thévenon. Bonjour Romain. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. DRH de l'URSSAF. Alors, c'est URSSAF France, c'est ça
L'URSSAF Caisse Nationale. Caisse nationale, c'est ça hein, que l'on rajoute. Du réseau des URSSAF. C'est ça, parce qu'il y a des URSSAF dans toute la France, avec des réseaux et des gens qui vous accueillent, d'ailleurs, souvent fort aimablement. Faut-il le préciser. D'abord, un petit mot sur vous. Votre parcours, ça c'est la tradition dans le cercle RH. On a des DRH qui sont des femmes et des hommes de l'ombre. Votre parcours, alors, vous venez pas de l'institution publique, des cotisations, et c'est pas votre histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Racontez-nous votre parcours. Alors j'ai passé 9 années, 9 très belles années au sein de l'établissement français du sang, qui est quand même un établissement public. 2011 ? Ouais, c'est ça, 2011-2020. Et puis... Avant automobile ? Avant l'automobile, ouais, petite entreprise PME, voilà, d'une quarantaine de personnes. J'ai découvert le service public et puis c'est quand même de manière très naturelle finalement que j'ai intégré le réseau des URSSAF. Alors en mars 2020, vous voyez, hein, en mai 2020, pardon. Onboarding pendant le Covid ? Exactement. En visio. En visio. Intégrer le réseau des URSSAF, c'est intégrer, vous l'avez dit, hein, un collectif de travail de 16 000 collaborateurs. Qui sont aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire, dont 1900 au sein de l'URSSAF Caisse Nationale, hein, cette fameuse tête de réseau dont on vient de parler, qui contribue quotidiennement au financement de la protection sociale. Et pour un DRH, intégrer le réseau des URSSAF, c'est aussi intégrer un organisme dans lequel on a 130 métiers aujourd'hui qui se côtoient, et avec des enjeux très forts en termes de recrutement, de fidélisation. Et chaque année, on recrute dans des métiers très divers, hein, puisqu'on recrute dans l'informatique. Oui. On va y venir, le digital qui prend une place importante au sein des URSSAF. Absolument, le digital, l'innovation, le monde de la finance, c'est assez connu hein, pour, je pense, vos téléspectateurs, l'expertise juridique. Le monde de la finance, qu'il n'y ait pas de malentendu, ces cotisations perçues, puisqu'en fait vous recevez dans une sorte de grosse caisse, pour le dire simplement, les cotisations, et vous avez quoi, une place financière hein, vous avez des traders on a des analystes financiers, on a des trésoriers. Qui gèrent cette somme. Qui gèrent presque 600 milliards d'euros par an. Voilà, colossal. C'est énorme. Et du coup, il faut effectivement, pour gérer correctement cette trésorerie de la sécurité sociale... Ils ne jouent pas sur des marchés à risque. Non. Non, mais c'est important de l'entendre, parce que ce ne sont pas des traders de type bancaire qui spéculent sur l'argent des cotisations. On est bien d'accord. On le rappelle, on a une mission de service public, donc là aussi, ils partagent les valeurs du service public. Ça a changé quoi dans votre vie, l'URSSAF? Parce que c'est vrai que quand on parle de l'URSSAF, il y a un petit côté... à la fois, l'institution s'est réformée, elle a amélioré son service client, elle est plus rapide, elle est plus efficiente. Et en même temps, ça fait un peu peur. Alors, vous l'entendez tout le temps, ça? Oui, absolument. Mais l'URSSAF, j'en profite d'être sur votre plateau pour le dire, l'URSSAF, c'est une entreprise innovante dans laquelle on a aujourd'hui la possibilité, quand on est salarié du réseau des URSSAF, de piloter des projets d'envergure, des projets motivants. Je vais donner un peu cet exemple. Hein. Dans le cadre de leur temps de travail, on autorise et même on invite nos salariés à réfléchir au service de l'URSSAF de demain, au service de tous nos usagers, que sont les entreprises, les indépendants, les particuliers employeurs, les artistes, les artistes-auteurs, effectivement, les auto-entrepreneurs. Et donc, ils réfléchissent dans le cadre d'une démarche d'entrepreneuriat qu'on a mis en œuvre. On peut également donc quoi, ils proposent, ils envoient par mail, ça vous remonte, comment ça marche? Exactement. Il y a aussi, on est quand même très tourné vers l'innovation aussi. Hein, donc, je vais donner un deuxième exemple. Hein. Par exemple, quand vous êtes salarié de la DSI aujourd'hui, c'est 470 projets informatiques au sein du réseau des URSSAF. Ouais, c'est colossal. Avec des projets qui sont de 50 jours hommes à 50 000 jours hommes. C'est 800 applications qui sont développées, gérées en interne. C'est 20 sites internet. Et donc, aujourd'hui, quand on est salarié de la direction des systèmes d'information, on travaille sur des sujets d'intérêt et un peu porteurs aussi, parce qu'on travaille sur des sujets de big data, des sujets de sécurité informatique. Donc là aussi, c'est permettre de développer sa carrière. Juste un mot qu'on y voit vraiment clair, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Vous parlez d'un service public, mais la structure juridique est une SAS, une société à action simplifiée, avec un conseil d'administration présidé par Thibault Langsat, qui vient régulièrement sur notre plateau, et puis un board, un COMEX, dans lequel que j'ai regardé, où il y a effectivement une place importante donnée aux directions du digital, qui sont évidemment des directions importantes, parmi lesquelles la direction des ressources humaines. Ça, c'est
C'est quoi? C'est une délégation de service public que vous confie l'État? Comment ça marche concrètement? Vous êtes de droit privé ou de droit public? Alors, on a un organisme de sécurité sociale. On l'oublie assez souvent quand même. Quand on parle de sécurité sociale, nos téléspectateurs pensent assurance maladie. Sécu. Voilà, Sécu. C'est vous, en fait. Mais en fait, on est au service des organismes de sécurité sociale, puisque 75% des cotisations sont reversées aux organismes de sécurité sociale, la famille, la vieillesse, etc., la maladie. Le reste, on a aujourd'hui 890 partenaires avec lesquels on travaille. Le reste des sommes vont à ces partenaires. Et donc, on est un organisme de service public, avec une délégation de service public. La Caisse nationale est un établissement public administratif, mais avec des salariés de droit privé sous convention collective de la sécurité sociale, comme un salarié de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse. Mais c'est intéressant de l'entendre, c'est-à-dire que c'était des statuts hybridés, c'est-à-dire de droit privé. Quand vous recrutez, vous le DRH, on est de droit privé, mais avec des avantages, j'allais dire, des statuts sécu. Donc ce sont des postes hybrides en fait, des statuts hybrides. J'ai envie de dire, on applique le code du travail comme toute entreprise privée et une convention collective particulière qui est celle des organismes de sécurité sociale. Là, il y a un petit sujet, je voudrais juste l'évoquer. Alors vous allez me dire, mais moi je suis le DRH, je recrute, je fais en sorte qu'on mette les personnes à la bonne place. Mais une polémique est née avec l'URSSAF sur le recouvrement des cotisations Agirc-Arrco, qui a élargi évidemment votre champ. Est-ce que là, c'est une question que je pose au DRH, est-ce que lorsque l'URSSAF élargit ces recouvrements, ça vous oblige, vous, derrière, à pouvoir recruter plus encore pour répondre à ces nouveaux besoins. Là, je pense à ces cotisations à Agirc-Arrco, mais il y a d'autres sujets où l'URSSAF est intervenu. Pour vous, le DRH, vous dites en COMEX, mais moi, il faut que je recrute derrière. Alors, les cadrages aujourd'hui budgétaires sont aussi les cadrages qui nous sont donnés par nos tutelles. Donc là aussi, pour le coup, on ne fait pas ce qu'on veut. Notre objectif, c'est de bien recruter. Pour bien recruter, il faut offrir aujourd'hui à des candidats de bonnes conditions de travail. On l'a vu, la crise sanitaire, c'était un véritable déclencheur pour transformer les organisations de travail dans toutes les entreprises. Et nous, on a pris la balle au bon. C'est-à-dire que, concrètement, dès mars 2020, 16 000 de nos salariés, quasiment les 16 000 de nos salariés, ont basculé en travail à distance. Mais on ne s'est pas arrêté là. Ça a dû vous fatiguer, parce que vous venez à peine d'arriver dans l'entreprise, je le rappelle. Oui, à peine entré. Au contraire, pour un DRH, galvanisé. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt galvanisant. Donc 16 000 de nos collaborateurs sont passés en travail à distance. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que dès l'été 2020, on a réfléchi collectivement en associant énormément de salariés du réseau des URSSAF dans des ateliers de travail pour réfléchir au travail de demain au sein du réseau des URSSAF. Ça, c'est votre touch, c'est votre envie. On sent quand même chez vous, dans votre discours, dans la stratégie, d'être dans le participatif, que tout le monde puisse contribuer à la transformation de l'entreprise. Oui, je pense que ça fait partie de l'ADN du réseau des URSSAF. Et la direction générale le porte au quotidien et du coup la DRH le porte aussi. Donc on a réfléchi à nouvelles conditions de travail. On a réfléchi au management à distance. On a réfléchi aux organisations de travail. On a réfléchi également aux aménagements de nos espaces. Concrètement, ça nous a permis de signer de nouveaux accords d'entreprise. Aujourd'hui, on a un accord d'entreprise qui permet à nos collaborateurs et collaboratrices de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. Puis, libre choix du jour de la semaine. Libre choix en accord avec le management, avec des formules différentes, une formule en jour fixe, mais aussi une formule 120 jours par an qui peut être posée et qui permet justement une très grande flexibilité. On est allé plus loin. On s'est dit, on a aussi des catégories de population qui peuvent aller jusqu'à 4 jours par semaine. Aujourd'hui, nos personnes en situation de handicap, elles sont jusqu'à 4 jours par semaine. Et puis... Et le service client, je m'autorise, où on appelle, on peut tout à fait répondre de chez soi. Exactement. Lorsqu'on est équipé. Oui, parce que... exactement. Et sachant que on a aussi une formule qui permet à nos personnes proches aidantes ou à nos collaboratrices enceintes d'être jusqu'à 5 jours par travail. Concrètement, on est passé d'un questionnement sur emploi éligible au télétravail à généralisation du télétravail et activité de télétravail. Et amélioration un peu plus dans certains cas ou dans certaines catégories de personnes. Exactement. La qualité de vie au travail, on l'entend, c'est le mantra des entreprises et vous en faites partie, vous le portez, vous le développez. Est-ce que ça répond aussi à une difficulté de recrutement? C'est-à-dire, est-ce que la marque URSSAF, aujourd'hui, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, dans l'inconscient finalement des Français, des artisans, est-ce que la marque employeur est porteuse? Est-ce qu'on se dit, tiens, je vais pousser la porte de l'URSSAF pour me faire embaucher?
Je ne sais pas si on se dit je vais pousser la porte de l'URSSAF, mais en tout cas, je pense que quand on y reste, on a envie, quand on y est, pardon, on a envie d'y rester. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Ouais. L'enjeu, c'est d'attirer, mais aussi de ne pas gâcher cette promesse employeur et de permettre à nos salariés, et surtout de donner envie à nos salariés de rester. Je regardais, en préparant cette émission, le taux de démission. Le taux de démission au sein du réseau des URSSAF, il est de 1,1% quand on entend parler de grandes démissions. C'est un très bon taux. Voilà, on entend parler de grandes démissions. Alors, il y a la fameuse étude de la DARES, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis mise à jour. De 2,7%, qui donnait 2,7% au premier trimestre 2022. Alors, il faudra peut-être regarder les chiffres sur l'année. Vous êtes en sur dessous. l'année complète. Donc, on est vraiment en dessous. Même si on assiste, comme dans d'autres structures, à des démissions, on fait aujourd'hui, on met le paquet, j'ai envie de dire, pour que nos collaborateurs et collaboratrices restent et pour qu'ils puissent développer leurs compétences. J'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup quand même de tensions sur le marché de la tech et vous faites partie de ceux qui avaient besoin de recruter des talents. Vous l'avez dit, 20 sites internet, des projets de développement permanent, une grande partie de la gestion administrative se fait. Je prends mon téléphone parce que je suis moi aussi rattaché à l'URSSAF et donc ça se passe sur le téléphone, les applis. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour vous aussi, c'est de trouver, d'aller chercher les talents et de leur offrir quand même, leur donner envie aussi d'intégrer l'URSSAF. Oui, alors aller chercher les talents. Et alors les talents, j'ai aussi de dire aussi les talents féminins. Voilà, dans des sujets, enfin aujourd'hui dans des activités. La tech, c'est compliqué. Exactement, dans des activités aujourd'hui on n'y arrive pas. Et sur ce point, peut-être juste dire quand même que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on est plutôt bien placé, parce qu'aujourd'hui on a un index de 96 sur 100. Index 2021, je pense que l'index 2022, Pénico. Exactement, il est de 87 sur 100. Et notre objectif, c'est de évidemment maintenir cet index et à ce même niveau, et surtout d'essayer d'être encore plus, d'avoir un meilleur index. Pardon. Je ne reviens pas sur la polémique Arco parce que ça a été contesté, mais néanmoins l'URSSAF, on voit qu'avec sa légitimité, ses compétences aussi, un service client qui s'est, je trouve, considérablement amélioré. Est-ce qu'il y a encore, à l'aune des inspecteurs des impôts, on l'a vu récemment dans des faits divers terribles, est-ce qu'il y a des inquiétudes, des angoisses, un accompagnement particulier pour les contrôleurs URSSAF, ceux qui, on le sait, vont aller contrôler sur pièce dans les entreprises avec des PGE qui, on nous dit, pour certains ne vont pas être payés, des entreprises en défaillance. Est-ce qu'il y a un travail particulier sur cette population-là de l'URSSAF? Parce que c'est quand même un métier, là, j'allais dire, pas dangereux, mais en tout cas sous tension. Vous l'avez dit, la qualité de vie au travail, elle est quand même au cœur de nos préoccupations, et du coup, au cœur de nos préoccupations concernant cette population qui est face au public. Au public, ouais. Et j'ai envie de dire, même au-delà de cette population spécifique, c'est tous nos collaborateurs et toutes nos collaboratrices qui sont face au public. Donc oui, on les accompagne aujourd'hui pour pouvoir parfois être prêts à désamorcer une situation qui pourrait être un peu compliquée avec un usager. Juste quand même, pour clarifier avant de nous quitter, parce que vous avez balayé le spectre de tout ce que vous faites au sein de l'URSSAF, mais vous vous sentez travailler, vous le DRH, dans une entreprise privée, c'est-à-dire qu'il y a des codes d'entreprise privée, ou vous vous sentez travailler dans une entreprise publique et qu'il y a donc aussi, on le sait, des codes, des habitus sociologiques, des manières de travailler. Vous vous sentez travailler où? Moi, je me sens d'abord travailler dans une entreprise dans laquelle il fait bon travailler. Ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est quelque chose qui commence à être partagé et qui est partagé par nos collaborateurs et collaboratrices. Et je me sens être dans une entreprise à mission de service public, et je pense qu'on peut être très fier de notre service public en France, très fier du réseau des URSSAF et très fier de nos collaborateurs et collaboratrices qui, pendant la crise, ont vraiment été sur le pont, parce que ça, je pense qu'on l'a pas assez dit, et on peut peut-être aujourd'hui, j'en profite pour peut-être les remercier aussi, on l'a beaucoup dit en interne, mais pas forcément dit à l'extérieur. Et tous les sujets oui, les plans d'appurement, par exemple, l'accompagnement qu'on a mis en œuvre et qu'on continue à mettre en œuvre au quotidien pour nos publics. Donc voilà, très fier de ce service public. Donc oui, je travaille dans une entreprise publique, fier de cette entreprise publique, mais qui fonctionne aujourd'hui sur bon nombre de sujets comme une entreprise privée. Je repose ma question, est-ce que vous êtes fier de travailler dans une entreprise à structure privée, mais qui rend un service utile au public? Oui, j'essaie de comprendre. Je suis fier de travailler dans une entreprise publique parce que ça reste une entreprise publique, et surtout, je suis fier de travailler au sein d'un organisme de sécurité sociale. Il ne faut pas l'oublier. Oui. L'URSSAF, aujourd'hui, vous dites elle est stabilisée, ou là, il nous reste 2 minutes, vous dites on a encore besoin de recruter 300, 400, 250 personnes. Vous en êtes où là sur votre plan de recrutement 2023? Alors on commence le plan de recrutement 2023 avec une signature en cours d'une convention d'objectifs et de gestion qui va fixer nos moyens pour les 5 années à venir. Et quand on aura ces moyens qui arriveront, on saura précisément où on en est.
quoi qu'il en soit, on recherche toujours sur encore une fois des profils très spécifiques et d'expertise. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais peut-être qu'on en reparlera parce que je pense que c'est aussi intéressant qu'on parle du monde de la finance, qu'on parle plus en détail du monde de l'informatique et de l'innovation qui sont quand même au cœur de nos préoccupations et tournés vers nos publics. Alors, ce que j'apprécie dans notre échange, c'est que vous assumez le fait qu'effectivement, il y ait un travail de financiers, d'experts financiers autour des cotisations, et chose qu'on ne sait pas forcément, de manière quoi, pour le dire un petit peu directement, pour pas que l'argent baisse et que le rendu soit équivalent, parce que c'est ça l'enjeu. Absolument. Vous recevez des sommes colossales et ensuite il faut les restituer, on est bien d'accord? Absolument, c'est exactement ça. Et ça, c'est le travail. Et là, vous avez du recrutement sur des experts financiers? Oui, j'ai dit trader, c'est peut-être pas le bon mot. Oui, là, on cherche des analystes financiers, par exemple. On va chercher des analystes ESG aussi, parce que ça, c'est important pour nous de se positionner sur avec des notations extra-financières. C'est aussi un élément important pour nous. C'est intéressant. Vous voyez bien que vous êtes une entreprise publique un peu hybride. C'est un peu comme les contrats de travail que vous signez. Il y a quand même un esprit très entreprise privée, quand même. C'est ce qui, d'ailleurs, rend l'institution très intéressante au demeurant. Merci de nous avoir rendu visite. J'imagine que vous allez attendre maintes et venons l'accord sur les 5 années qui viennent, qui vont vous donner la feuille de route du recrutement. C'est quand là? Allez, je ne dirai pas. Ça doit arriver dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Qui sera votre tableau de bord? Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup de votre C'est un vrai plaisir. DRH, URSSAF, Caisse nationale. Absolument. Rappelons qu'il y a des URSSAF un peu partout, avec des secteurs d'activité, dont les artistes. Ça se passe à Limoges, je crois. C'est le service de Limoges, oui. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec les expatriés. Alors, je ne sais pas si l'URSSAF est concerné par ce sujet, mais quand un homme cadre part à l'étranger, souvent sa femme suit. Ça pose évidemment quelques sujets pour cette épouse ou ce mari, d'ailleurs, à l'envers, qui va devoir retrouver un emploi ou pas, d'ailleurs. On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle des expatriés et de leurs conjointes ou conjoints, ceux qui arrivent en France. Alors il y a vous qui partez et qui avez la même problématique, mais là on va s'intéresser à ceux qui arrivent. Ils viennent de tous les pays du monde et viennent travailler ici en France, et on en parle avec Armelle Perben. Bonjour Armelle. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondatrice d'Absolutely French. Alors, d'abord, dans votre histoire, en quelques mots, expatriée, femme d'expatrié. Oui, conjointe d'expatrié. Vous avez balayé pas mal de pays, l'Afrique, l'Asie, le Bénin, le Vietnam et plein d'autres pays. Donc, vous avez vécu dans votre chair ce que c'était. Oui, et ça démarre comme ça. Exactement. Et c'est venu, Absolutely French est venu d'une colère, en fait. Quand je suis rentrée d'Inde il y a 10 ans, j'étais vraiment en demande de chercher du travail, je n'en ai pas trouvé, je me suis pris beaucoup de portes et je me suis dit c'est pas possible qu'on m'ait pas expliqué qu'en étant conjointe d'expatrié dans plusieurs pays, j'allais sacrifier ma carrière. Ce qui est le cas, ce qui est vrai, toutes les femmes le disent. Oui. Mais j'ai fait le choix de sacrifier ma carrière pour la carrière de mon mari. Sauf qu'on n'est plus il y a 10 ans ou il y a 20 ans et que les conjoints d'expatriés maintenant refusent de partir s'ils ne sont plus accompagnés correctement pour leur carrière. Donc ça, vous adressez cette difficulté, ce besoin. Il y a aussi des entreprises, je pense à des très grandes entreprises, qui réfléchissent à cette problématique. Bien sûr. À L'Oréal, je pense à d'autres structures comme de cette taille qui... c'est pour ça qu'ils travaillent avec nous, L'Oréal. Ils travaillent avec vous. Oui. L'enjeu, c'est quoi? C'est lorsque un mari, une femme a un poste à New York, il faut pouvoir aussi proposer un emploi à son mari ou à sa femme. Ou proposer un accompagnement qui va l'aider à comprendre l'évolution de sa carrière. En fait, il va partir à New York, mais peut-être que 2 ans après, il va repartir au Vietnam ou ailleurs. Ce qui était votre histoire. Voilà, exactement. Et donc, c'est lui faire comprendre que ce moment où il va partir à New York, c'est 3 ans ou 2 ans, ça va être très court et qu'il faut qu'il optimise ce moment, donc qu'il s'intègre vite et qu'il soit accompagné pour bien apprendre l'anglais, par exemple. C'est ça. Donc, il y a 2 sujets. Le premier, c'est la langue. Oui. Barrière de la langue. Pour moi, c'est un sujet que beaucoup d'entreprises oublient. En fait, l'intégration, ça passe par la langue. Oui. La langue, c'est aussi la compréhension de la culture. Et donc, ça va. Et nous, par exemple, on a intégré aussi la compréhension de l'environnement. On fait des jeux de piste en Paris pour qu'ils comprennent à quoi sert la mairie, la poste, etc. Donc, c'est très complet, c'est du 360, et il faut en fait des services comme ça pour les conjoints d'expatriés dans n'importe quel pays pour qu'ils comprennent d'abord la culture, l'environnement et puissent travailler sur leur carrière. Jeu de piste, séance
en présentiel autour d'une table Oui. qui permet deux choses, de se former, de découvrir les us et coutumes d'un pays, en l'occurrence là c'est la France, et par ailleurs j'imagine que ça permet aussi de faire des échanges d'expériences, parce qu'on est un peu seul quand on est expat. Hein. Ça c'est très important. Le mari part au boulot, vous êtes dans votre appartement toute seule ou dans votre maison. Hein. Oui, vous soulevez un point primordial qui est le réseau. C'est exactement. Et à Absolutely French, on l'a intégré. Donc la communauté propose des soirées, des événements, etc. pour que les groupes se croisent. Parce que les groupes sont petits et on fait en sorte que ce soit petit exprès pour que ça soit optimum, pour bien apprendre la langue. Mais on propose des soirées, etc., des événements pour qu'ils se retrouvent en dehors et qu'ils développent leur réseau. C'est très important. Oui, j'ai du réseau, puis j'ai même envie de dire du lien social. C'est-à-dire l'idée de ne pas se sentir seul. On a énormément besoin de ça quand on arrive dans un nouveau pays. On ne parle pas la langue, on ne comprend pas la culture, et ça, c'est très, très important. Les pays là, que vous accueillez, parce que c'est intéressant, en préparant l'émission, on peut tous dire, je me disais, mais vous le faites en contre-champ, j'imagine que vous allez ouvrir une antenne en Chine, vous allez ouvrir une antenne en Asie, au Vietnam, je ne sais pas, à Lagos, parce que la question est posée aux Français qui partent. Complètement. Alors, c'est le but, sauf que pour l'instant, on a développé d'autres choses en continuité d'Absoluty French en priorité. On a ouvert Absolutely Talented, qui est un salon de l'emploi uniquement pour les conjoints d'expatriés. La prochaine édition a lieu le 26 janvier, donc à tous les recruteurs qui cherchent des talents étrangers. Il y en a ici à Paris, et c'est le 26 janvier avec nous à Absolutely Talented. Armelle, ça veut dire que vous avez compilé la liste de vos expatriés et E ou ES, et ils seront présents en speed dating pour aller dire voilà, moi je suis ingénieur et je viens de Chine, je suis ingénieur vietnamien, oui, c'est exactement embauchez-moi, c'est ça l'idée. Oui, et c'est des talents étrangers incroyables. On a des gens formidables. C'est quoi les pays? C'est quoi votre palette de pays là? On a plus de 60 nationalités différentes. Donc, et ça, plutôt Asie, plutôt Afrique? Non, c'est vraiment très varié. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui travaillent par exemple avec le Pérou ou avec la Bolivie ou avec l'Inde, ils vont avoir sur place le 26 janvier des gens qui sont de ces pays-là qui peuvent du coup les aider à comprendre la culture de ces pays autres, étrangers, etc. Donc c'est des talents très intéressant. Toujours avec cette barrière de la langue, il faut quand même maîtriser évidemment l'anglais pour ceux qui arrivent dans ce job dating. Oui. Ou alors l'espagnol, peut-être que l'espagnol reste encore une langue, même aux États-Unis. L'anglais, c'est majoritairement anglais, oui. Donc il y a ce salon de job dating des expats pour aller chercher des talents. Oui. Et la suite, c'est quoi? Vous allez ouvrir d'autres bureaux en contre-champ? Oui, on veut ouvrir en Suisse en priorité parce que ça reste français aussi, donc c'est plus facile à exporter. Bien sûr. Et après, l'idée, c'est d'ouvrir à d'autres langues parce que la méthode est quand même là centrée sur le français et donc après il faut l'adapter à d'autres langues, c'est parce que la culture est différente. Exact. Il faut l'adapter à l'environnement aussi. Donc il faut des Armelles démultipliées partout qui connaissent autant le pays. C'est bien ça, le pays hôte, parce qu'il faut évidemment en connaître tous les pays. Mais il y a beaucoup de conjoints d'expatriés que ça inspire, que ça donne envie d'aller faire ça aussi ailleurs. Donc, Avant de nous quitter, Armelle, qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes et hommes? C'est majoritairement des femmes d'expatriés ou Alors des nous, hommes? on a 27% d'hommes dans nos formations. Et on était à 0% il y a 10 ans. Ça progresse. C'est très positif. Qu'est-ce que vous disent ces expatriés quand vous les réunissez? Qu'est-ce qui les surprend? Qu'est-ce qui les gêne? Qu'est-ce qui les angoisse ici en France? Alors ici, la première chose, on parle beaucoup du travail, nous. Donc il y a beaucoup, ils ont très peur de ne pas trouver de travail. Ah oui. Donc nous, on est là aussi pour les rassurer et leur dire que le marché du travail actuellement, il y a énormément de potentiel pour eux, il y a de la place. Donc voilà, c'est aussi notre rôle de les rassurer sur tout ça. Merci Armelle Perben, c'est passionnant cette aventure de l'expatrié ici en France avec Absolutely French. Oui. N'oubliez pas, le 26 janvier, ça sera où? C'est à côté de Gare de Lyon, Viaduc Café. Viaduc Café. Très Allez donc endroit. sur le site d'Absolutely et il y a des expats de talents qui vous attendent, de tous les pays. Merci de nous avoir suivis, c'était un vrai plaisir. Merci à vous Armelle d'être venue sur notre plateau. Merci à vous qui nous suivez, merci à toute l'équipe, merci à Angèle pour la réalisation. Merci Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous pour tous vos messages et votre fidélité évidemment. Je serai là demain. Bye bye.